Bonjour Monsieur Hellman, Bonjour, merci pour l'acceptation. avec plaisir. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Alors, je m'appelle Alexandre Hellman, je suis le troisième de la famille des Hellman à diriger le Grand Rex. Et il y a eu mon père Philippe, il y a eu son père Jean, et avant ça, il y avait le créateur du Grand Rex, il s'appelait Jacques Haïk en 1932, qui avait créé ce magnifique bâtiment. Et donc, presque à 90 ans après sa création, j'ai la chance aujourd'hui de diriger depuis 10 ans ce magnifique bateau. Donc la troisième génération, hein. Ouais, exactement. Qu'est-ce que vous apportez par rapport aux deux premières générations? Je pense que chaque époque amène sa modernité, parce que ce sont des longues époques. Mon père est mort en 2010, c'était le début de tous les réseaux sociaux, et je pense qu'aujourd'hui, c'est toute cette nouvelle génération et tous ces nouveaux moyens de communication qui fait que on parle à nos spectateurs, à nos fans complètement différemment de l'époque. C'est beaucoup plus facile de les joindre. Et puis après, on a toujours sa touche personnelle sur ce qu'on va construire et changer dans le bâtiment, bien sûr. Pour vous, le cinéma, qu'est-ce que ça représente pour vous le cinéma? Le cinéma, je pense qu'on est tous, le cinéma, on est tous fans du cinéma, c'est un art, le septième art, et on est tous plus ou moins dedans, même si on ne va pas au cinéma, on regarde la télévision et on regarde des films. Donc tout le monde, c'est obligatoirement un mode de vie. Moi, j'ai été élevé, bien évidemment, dedans. Quand j'étais tout petit et que mon père s'occupait de moi, les week-ends, il m'amenait ici, mais il devait travailler. Donc on me mettait dans une salle et à chaque fin de film, j'avais une ouvreuse qui me prenait, qui me mettait dans une autre salle. Donc je voyais même des films qui n'étaient pas du tout adaptés à mon âge, mais je voyais tous les films comme ça tous les week-ends. C'est génial. Ouais. Et est-ce que vous avez un film de préférence qui vous a marqué, touché? Ouais, mais je suis comme beaucoup. Moi, je suis un fan du cinéma américain. C'est ce que d'ailleurs le Grand Rex représente le plus. Oui. Tout ce qui est blockbuster. Et moi, je suis de cette génération qui est complètement fan des Star Wars et tous ces énormes blockbusters. Moi, je suis fan quand je vais voir un film comme les Marvel, comme les Titanic ou autres, où c'est des super productions qui vous amènent dans un monde de l'imaginaire avec tellement de sous et de moyens qui ont été mis en place que vous Oui. rêvez en fait. Quand je regarde Armageddon, qui est un de mes films préférés, c'est vous êtes sur une comète et vous vivez dans l'espace et c'est extraordinaire. C'est pour ça que j'aime le cinéma. Alors aujourd'hui, porter un nom, être un descendant, j'imagine ça vous met de la pression. Mhm. Comment vous gérez cette pression-là? Alors ça a été, elle a évolué depuis le temps. Effectivement, comme mon père était encore vivant, il faisait déjà cette blague qu'il y avait le grand-père, le créateur, le père, celui qui C'est ça. développe, et le fils, celui qui lapide tout. On connaît tous cette expression. Euh, Déjà, il faut savoir que de son vivant, il n'était pas forcément d'accord que je reprenne le Rex. D'accord. C'était de longues discussions. Enfin, depuis tout petit, c'était soi-disant ma destinée, mais arrivé avant qu'il meure, il avait une maladie et je n'avais pas fait mes preuves encore. Et je travaille avec lui depuis, on va dire, 2 3 ans ici. Oui, je dirais 3 ans au Grand Rex. D'accord. C'était une autre mentalité, c'est ces anciens patrons qui doivent tout dominer. Mhm. C'est d'autres générations, c'est ce que vous me demandiez tout à l'heure, ce qu'on apporte avec le temps. Oui. Déjà, les mentalités sur chaque génération changent énormément. Et ces générations d'antan où c'est le grand patron, on n'ose même pas regarder le patron. Mhm. Et il avait cette mainmise où même quand j'essayais d'apporter mes idées, ma volonté de changement dans certains points, j'étais assez réprimé. On me disait non, non. Voilà, c'était souvent non, 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 non. Donc c'était assez difficile. Et il pensait que j'avais pas les épaules assez larges pour diriger un endroit comme le Grand Rex. D'accord. C'était assez dur, bien sûr, à entendre, hein. Mhm. Mais il a voulu être très dur avec moi, beaucoup plus dur qu'avec les autres, pour me former. C'est une expérience que si un jour un de mes enfants ou quelqu'un de proche, comme mes neveux, voudront reprendre le Grand Rex,
j'apporterais déjà une vision différente sur comment faire aimer le métier à quelqu'un. Ça, c'est voilà. Mais donc, après, il est mort assez rapidement. Et donc, je me suis retrouvé du jour au lendemain à devoir diriger cet endroit. Heureusement, j'avais le directeur général Bruno Blancard qui travaillait ici. Il a sa 40e année, donc Quand même. il a suivi toute l'évolution avec mon père et grâce à lui, il m'a énormément aidé. Et surtout, très différemment de mon père, c'est qu'il m'a donné surtout carte blanche de faire ce que je voulais. Et c'est ça qui est dur, c'est que du jour au lendemain, vous avez plus quelqu'un au-dessus de vous qui vous dit parce que tu es en train de faire, c'est une bêtise complète. Ouais. Donc, vous devez très vite apprendre le métier et amener votre vision et surtout dire aux gens, non, on va comme ça, même quand tout le monde vous dit le contraire. Alors, bien sûr, il y a des gens, c'est très français, qui vous disent, oh, est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Est-ce que tu penses que tu as les épaules assez larges et tout? Moi, j'ai toujours su qu'il n'y avait aucun problème. J'aime cet endroit. C'est d'ailleurs le seul endroit et métier que j'ai aimé dans ma vie, puisque avant de travailler avec mon père, j'ai fait ma petite route, parce qu'il faut se former. Et j'ai jamais trouvé quoi que ce soit qui me donnait envie. Mais depuis que je suis arrivé ici, vous savez, vous êtes dans un bâtiment qui est tellement magique et tellement merveilleux. Vous dites, oh, mais il y a tellement de choses à faire. Oui. Et au bout de 10 ans, j'en suis loin d'avoir terminé. Donc en fait, aujourd'hui, je dis pas je vais travailler. Je pars et je me dis, pour moi, c'est un mode de vie et c'est exceptionnel de devoir travailler ici. Et donc, j'amène ma petite contribution à l'histoire de ce bâtiment. Vous dites que vous voulez faire différent par rapport à votre papa. Justement, pour vous, c'est être un directeur, c'est quoi pour vous les qualités? La principale qualité, je vais vous dire, c'est de savoir bien s'entourer. On le dit souvent, mais c'est la réalité. Et dans le management, effectivement, depuis, il y avait les équipes qui étaient avec mon père et les équipes qui sont aujourd'hui, vous avez, sans exagérer, 85% des gens qui ont changé. D'accord. Parce que ça ne fonctionnait pas avec moi. Et ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas avec moi, que ça ne peut pas fonctionner avec d'autres. Ce sont des personnalités. Vous devez avoir des gens qui ont la même vision que vous et qui vous comprennent. Et on a tous travaillé pour des patrons différents. Et quand on vous dit d'aller à gauche et que vous dites dans votre tête, mais c'est complètement bête ce qu'il me dit, et que vous ne comprenez pas pourquoi il vous amène à gauche, c'est aussi un problème de communication. Il faut aujourd'hui, avec le temps, j'ai appris qu'il faut énormément communiquer, ne rien cacher aux employés, parce que de toute façon, aujourd'hui, tout se sait. Donc, si vous avez un projet, si vous les amenez quelque part, vous devez leur expliquer tout ce que vous faites pour qu'ils vous suivent. Vous ne pouvez pas leur priver d'informations et dire « on va à gauche ». Et sinon, ils vont dire « mais pourquoi il m'amène à gauche ?» Et voilà. Donc, c'est communication et surtout savoir bien s'entourer, parce que il faut arrêter de croire qu'on est le meilleur. Je suis loin d'être le meilleur sur cette planète. Je suis loin d'être le meilleur directeur du monde. Mais je suis m'entourer et j'ai su avoir les équipes qui me comprennent. Et aujourd'hui, si on devait interroger les équipes du Grand Rex, je pense que la très très grande majorité vous diront mais c'est extraordinaire de travailler dans ce cinéma. Juste parce que le cinéma est extraordinaire, mais parce qu'il y a une très très bonne ambiance entre nous et qu'on se comprend. C'est surtout ça qui est important. Il y a des humains derrière, quoi. Mais oui, des humains, on n'est pas des robots. Mais parfois, mais je l'ai appris avec le temps. J'étais pas comme ça les premières années. Vous avez envie de dire, on y va, on va là, point barre, vous obéissez. Mais on apprend avec le temps que ça brusque les gens qui ne vous comprennent pas, qui vous jugent. Alors, moi, j'ai aucun ego et qu'on me dise, si des gens disent du mal de moi, et c'est toujours le cas, c'est vraiment pas là où je ne vais pas me concentrer. Moi, je n'ai qu'une vision. Ça a toujours été, c'est de faire de ce cinéma ce qu'il était à l'époque, c'est-à-dire vraiment le cinéma emblématique de Paris, voire plus. Et vraiment de France, et j'essaie de le faire rayonner dans le monde entier, et je me concentre que là-dessus. Donc il y a que cet objectif, et je me concentre là-dessus. Moi, qu'on parle de moi, qu'on parle de ma famille, c'est pas, pour moi, c'est pas ça le principal. Je veux qu'on parle du Rex, du Rex, du Rex, du Rex, qu'il y ait que de la publicité sur le Rex, que les gens veulent venir au Rex, c'est mon objectif numéro 1.
On parlait des humains, des relations humaines. Vous, à travers toutes vos rencontres, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? Question un peu philosophique, mais... L'être humain est très, très, très complexe. D'un côté, je peux comprendre qu'on essaye de remplacer l'humain par des machines dans beaucoup de secteurs parce que ça fait gagner beaucoup de temps. Les relations humaines dans une société, c'est ce qui vous prend le plus de temps. Et quand vous êtes patron et comme je vous ai dit, vous avez une vision, vous voulez aller quelque part et quand on essaye de contrer votre vision et qu'on ne fait pas ce qu'on demande, etc., vous vous dites je perds du temps avec ces gens, c'est pas possible. Et c'est là où il faut l'aborder différemment et justement essayer de comprendre l'être humain en général. Et chaque être humain est différent, c'est ça qui est compliqué. Mais c'est surtout de leur faire aimer leur métier. Oui. Et il n'y a pas de saut métier. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai fait tous les métiers. Du nettoyage, du caissier, du responsable. J'ai tout fait et je connais tous les métiers. Aujourd'hui, personne peut essayer de me dire oui, tu comprends pas ce que je fais, de toute façon tu n'as jamais fait. Non, j'ai tout fait ici. Et mon père avait été formé comme ça à l'époque, il a voulu que je sois formé comme ça, et ça c'est très très bien, parce que personne ne peut me rouler aujourd'hui. Pour être, par exemple, directeur, il faut savoir tout faire. Bien sûr. Si vous ne comprenez pas ce que fait la personne que vous managez, oui. Vous ne pouvez pas la manager correctement. Il faut comprendre quelles sont ses contraintes, quels sont ses atouts, quels sont son confort au travail. Et comme ça, quand ils vous disent des bobards, vous pouvez lui dire non, ça ne marche pas comme ça. Donc tu te remets droit. Parce que bien sûr, et heureusement, la majorité font leur travail, mais il y a toujours... dans le recrutement et dans l'être humain, des gens qui traînent la patte et qui avancent pas vite. Et ça, c'est ça qui est le plus compliqué. C'est là où on se dit, une machine, on appuie sur un bouton, on lui demande de faire ça, et ça y va, quoi. Donc c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, mais il faut toujours se remettre en question pour se dire, il y a aussi des expressions qui disent quand une entreprise ne fonctionne pas, il faut regarder la tête et pas le corps. Oui. Et je pense que c'est exactement ça. Donc s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans les équipes, il faut remettre en question le management. Donc voilà. Est-ce que justement vous avez un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leur projet, leur rêve? Le premier message, c'est allez-y à fond. Ne passez pas à côté. N'écoutez pas les autres qui vous diront que vous n'y arriverez jamais. Effectivement, sur le papier, je ne suis pas un créateur. Comme vous l'avez dit, je suis un successeur. Et il y a des fois, d'ailleurs, je dis à des amis qui réussissent énormément bien dans leur métier et qui ont créé leurs entreprises que je les envie, que c'est magnifique ce qu'ils ont fait et qu'ils ont commencé de zéro. Comme beaucoup pourraient penser, moi, j'ai pas commencé de zéro, c'est facile, etc. Il faut savoir qu'ici, le Grand Rex n'est pas une société qui gagne des millions, où ça a traversé le temps des périodes très, très, très compliquées, où il y a eu des pertes énormes dues au cinéma, dues à des périodes compliquées. Et c'est pour ça que le Grand Rex, depuis toutes ces années, comme mon père à son époque, s'est renouvelé, a fait venir les concerts. Il y a eu les concerts qui sont développés et nous, on a beaucoup développé les conventions d'entreprise, les locations de salles. Aujourd'hui, le Grand Rex, une salle de 2700 places, vous ne pouvez pas la faire vivre qu'avec du cinéma. Oui. Ça veut dire que si aujourd'hui on ne faisait que du cinéma, le Grand Rex serait fermé depuis très longtemps. C'est pour ça que vous n'avez pas que du cinéma dans la grande salle du Rex. Et donc, pour en revenir au rêve de chacun, si vous y croyez dur comme fer, si vous avez une idée qui vous pensez révolutionnaire ou qui va fonctionner, allez-y et travaillez surtout très dur. Il faut savoir que la vie, c'est pas j'ai un projet et puis je vais l'écrire sur un bout de papier et puis ça va se faire. Vous écoutez tous les plus grands chefs d'entreprise de ce monde que j'adore écouter. C'est toujours, ils vous diront la même chose. J'ai travaillé 14 heures par jour, je n'avais plus de vie, mais j'ai réussi et j'ai eu des échecs. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, mais il faut surtout viser la réussite, savoir bien s'entourer, savoir si votre projet demande beaucoup de sous, c'est comment amener cet argent. Et puis surtout avoir les bonnes idées pour y arriver et savoir bien s'encadrer. Justement, est-ce que vous avez une anecdote qui vous a touché, marqué au cours de votre carrière? En général ? Oui. Des anecdotes. Il y en a plein, j'imagine. Des anecdotes. Moi, c'est... j'ai mené un cheval de bataille à la mort de mon père. Je voulais que le Grand Rex
soit la salle événementielle du cinéma numéro 1 à Paris et en France. Vous vous rappelez qu'il y a 10 ans, toutes les avant-premières, la majorité, puisqu'il y en avait aussi au Grand Rex, mais les majorités des avant-premières se faisaient sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées rayonnaient. Le monde a changé depuis 10 ans, mais les Champs-Élysées rayonnaient et toutes les avant-premières, toutes les stars allaient sur les Champs-Élysées. Et je ne comprenais pas pourquoi ils allaient là-bas, alors qu'on a la meilleure salle, la plus grande, et pourquoi ils ne venaient pas plus ici. Donc ça a été un cheval de bataille à mener un combat contre les grands exploitants de français, UGC, Pathé, Gaumont, etc., à essayer de leur piquer ce marché. Parce que dans ce monde qui est le nôtre, vous savez que quand on photographie des stars avec un bâtiment, les gens, ça fait rêver le monde de toujours de voir les stars. Et donc se dire qu'au Grand Rex, toutes les stars viennent régulièrement, etc., ça fait aussi parler, la communication passe par là. Donc j'ai mené ce cheval de bataille et je me souviens que c'était justement vers 2011-2012 où je me battais. Il y avait l'avant-première, pas mondiale, mais c'était française, du dernier Harry Potter qui était à Bercy, au POBC de Bercy à l'époque, et aujourd'hui l'Arena. Oui, c'est ça. Voilà. Et pour faire la plus grande projection en 3D au monde du dernier Harry Potter. Ils avaient mis un écran éphémère et il y avait 8000 personnes qui venaient. Et moi, je voulais, comme d'habitude, je me battais. On avait un marathon Harry Potter avec tous les films. Et je voulais que les acteurs viennent au Grand Rex. Et je me battais pour ça, alors qu'ils allaient à côté, etc. Et donc, un des directeurs de la Warner m'avait dit, bon, après l'avant-première là-bas, on les fera passer chez toi, au Grand Rex. Mais par contre, tu n'as pas le droit de le dire. On le dit pas. On fait le marathon Harry Potter qui est plein à craquer, donc 2700 personnes dans la salle. On recevait des lettres à tout va de dire « s'il vous plaît, c'est le dernier film, faites venir les acteurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». On ne disait rien. Arrive le dernier film, et donc ils avaient fini au POBC. Ils viennent en voiture secrètement au Grand Rex, on fait venir un animateur sur scène, et il reprend une lettre d'une fan qui nous suppliait, était magnifique cette lettre, s'il vous plaît, faites-les venir. On lui demande de venir sur scène, on lui fait lire la lettre, les gens comprennent qu'il se passe quelque chose, les acteurs arrivent. Wow. À partir de ce moment-là, les acteurs devaient se boucher les oreilles tellement les gens criaient. Et en fait, moi qui avais fait l'aller-retour pour voir la différence entre le POBC et le Grand Rex, il y avait 10 fois plus d'ambiance avec seulement 2700 personnes comparé aux 8000 du POBC. Les acteurs sont restés une demi-heure sur scène alors qu'ils étaient restés 2 minutes au POBC. Et le directeur de la Warner, à partir de là, a décidé de faire toutes ses avant-premières au Grand Rex. D'accord. Voilà, ce sont que des anecdotes comme ça pour leur faire comprendre qu'il n'y a rien de mieux que le Grand Rex. Et là, aujourd'hui, le Grand Rex est connu pour l'ambiance électrique et exceptionnelle entre fans dès que vous les réunissez dans cette salle. Il se passe quelque chose. Et c'est pour ça que les gens viennent au Grand Rex, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de cinémas qui se sont créés depuis toutes ces années, et avec des améliorations technologiques, avec des améliorations de confort. Pourquoi vous allez de banlieue venir au Grand Rex alors que vous avez un cinéma qui est en bas de chez vous avec un plus grand écran, à part notre grande salle où on a le Grand Large qui est toujours le plus grand écran, mais pourquoi vous allez vous déplacer? Donc il faut chercher que des moyens et des événements qui vont se déplacer de trop loin pour venir ici. Donc vous leur amenez des avant-premières régulièrement, vous leur amenez des marathons, on est les seuls à faire ça, et vous les faites rêver à travers ces événements tout le temps. Et dès qu'ils viennent, on fait par exemple le marathon Seigneur des Anneaux depuis 10 ans, minimum, une fois par an. C'est énorme. Chaque fois, il est complet. Les gens le demandent tout le temps. Vous passez 13 heures assis sans bouger dans votre plein et pour regarder des films que vous connaissez par cœur. Pourquoi les gens font ça? Parce qu'ils veulent se réunir entre fans, ils veulent crier au même moment culte du film, et c'est ça qui les réunit. Donc, c'est ce qu'on nous offrons de différent, et c'est ce qui s'est créé avec les décennies qui se sont passées. Par exemple, une anecdote qui n'était pas sous ma direction, mais c'était il y a bien longtemps.
le premier marathon Star Wars des épisodes 4, 5, 6, donc les épisodes les plus cultes. Oui. Le premier marathon au monde qui avait été projeté, c'est au Grand Rex. C'est énorme. Voilà, Wow. faut le savoir. Puis en plus, moi je suis fan de manga. Ouais. Passé aussi dans les Z. mangas, voilà, c'est une Ça, branche sur laquelle on s'est infiltré, on est rentré là-dedans, et aujourd'hui, les Japonais connaissent le Grand Rex grâce aux événements de manga que nous faisons très régulièrement. C'est vrai que quand on voit un manga, on se dit tiens, on va aller au cinéma le voir. Enfin, c'est vrai que j'ai vu que c'était Grand Rex qui faisait ça. Là, je me suis dit. Voilà. Bien, et c'est pour ça que vous allez bouger de chez vous jusqu'au Grand Rex. Et que si les autres cinémas le faisaient, vous n'avez pas besoin de venir au Grand Rex. Ouais, voilà. C'est vrai. Donc garder cette magie en fait. De toute façon, notre dicton, c'est faut faire rêver les gens. C'est toujours, je dis, faites-moi rêver. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, même pour moi qui me présente un projet ou je fais quelque chose, il faut faire rêver. Il faut faire rêver, point barre, il n'y a pas d'autre chose. Alors, Monsieur Henneman, on va parler de la situation actuelle. Comment voyez-vous cette période ? Est-ce que j'imagine c'est pas facile, mais est-ce que vous envisagez peut-être des solutions, une alternative ? Est-ce que vous avez trouvé des idées ? En ce moment, c'est vrai, c'est très compliqué. Depuis le 22 mars 2020, le temps passe vite. On va bientôt, dans quelques mois, ça va faire 1 an qu'on est contraint à plus faire notre métier correctement, voire plus du tout. Il n'y a pas eu vraiment de solution, puisqu'aujourd'hui, justement, dans 2021, comme vous le savez, il y a toutes les sociétés qui vendent les films via Internet ou sur votre télé directement. Et effectivement, c'est les grands gagnants pendant cette pandémie. On a la chance de vivre dans un pays qui aide énormément ses entreprises et ses citoyens, faut quand même le dire, parce que tout le monde crache sur le gouvernement alors qu'on est un des pays les plus aidés au monde, donc il faudrait quand même lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc on a des aides, et ce qui nous permet de passer les mois sans faire notre travail. Il n'y a pas vraiment... si vous prenez un restaurant, il fait du take-away, on ne peut pas faire du take-away puisque les produits que nous vendons à nos clients ne nous appartiennent pas, un film ne nous appartient pas. Donc ce qu'on en a plus profité, nous, c'est de faire des travaux depuis mars dernier. On a fait des travaux dans le Grand Rex comme jamais des travaux ont été faits, pour que le Grand Rex soit encore plus beau que quand il s'est arrêté. Et on a vraiment, vraiment mis le paquet. Donc on se concentre là-dessus. On sait qu'il y en a encore quelques mois à tenir. Et on sait aussi que quand ça rouvrira, puisque je prends l'exemple du 15 décembre dernier quand on devait ouvrir, le public était déjà prêt, puisqu'on avait l'avant-première de Bac Nord avec l'équipe qui affichait complet. On avait l'avant-première de Aline le 1er janvier qu'on avait déjà mis en vente, qui avait déjà 800 personnes qui avaient réservé. Les gens veulent retourner au cinéma, c'est un mode de vie, c'est ça qu'il faut se dire. On n'a pas peur sur l'avenir. Les exploitants, on n'est pas là en train de se dire ça y est, une pandémie, les gens sont habitués à regarder la télé, c'est fini, ils ne reviendront plus chez nous. Non, le cinéma, c'est un mode de vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile que de se dire ce soir, je fais un resto ciné. C'est entre amis, c'est la sortie la plus simple, la plus facile. Et il ne faut pas oublier que si vous comparez tous les modes de sortie, le cinéma, malgré que certains râlent que ça devient cher, etc., mais le mode de vie devient plus cher, les investissements sont de plus en plus chers, les technologies ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que le ticket de cinéma a aussi augmenté. Mais c'est ce qu'il y a de moins cher pour sortir. Il ne faut pas l'oublier. Vous avez une carte d'abonnement, ça vous revient à 6 € d'aller voir un film pendant 2h30 dans une salle de cinéma avec un grand confort. Vous regardez juste combien ça vous coûte d'aller à la piscine municipale, vous allez voir, ça reviendra pareil. Donc il ne faut pas l'oublier ça. Donc c'est un mode de vie de tout âge, de se dire on se fait un ciné, ça vend, c'est des œuvres qui sont quand même de très grande qualité, et vous rêvez au cinéma comme on l'a dit toujours. Demain, vous pourrez dire vous avez votre boîte de streaming à la maison, mais vous n'aurez jamais un écran de cette taille, vous n'aurez jamais un son pareil, et vous partagerez une expérience avec vos amis unique. Voilà. Alors pour finir, est-ce que vous voulez évoquer un thème qui vous tient à cœur ? Un thème. Pour conclure,
Un thème, alors ça n'a rien à voir avec le cinéma. Moi, à la base, j'étais un sportif et je voulais devenir sportif professionnel. Alors un thème, ça serait Snowboard, peut-être le vous étiez sport. fan de snowboard, ça. Voilà, Ouais. je voulais devenir professionnel de snowboard, mais à l'époque, mon père m'avait laissé partir aux États-Unis, au moins comme ça, j'ai appris l'anglais. Et il me donnait à fond, mais il m'a fait revenir pour reprendre mes études. Et le sport, pour moi, c'est un mode de vie. Aujourd'hui, j'ai investi, voilà, on parle d'investissement, Oui, dans des salles de sport. J'ai 3 salles de sport dans Paris. Et, d'accord. et c'est, voilà, aujourd'hui, je suis ma vie. Ça a toujours été, d'ailleurs, depuis tout petit, le cinéma et le sport. Aujourd'hui, j'en ai fait des business. Et d'ailleurs, ça revient à une anecdote de donner un conseil aux jeunes qui veulent se lancer. Oui. C'est surtout lancez-vous dans quelque chose qui vous passionne Mm. parce que vous aurez toujours 10 fois plus d'énergie à donner dans quelque chose qui vous passionne que l'inverse. Mm. Donc moi, quand j'investis dans des salles de sport, j'aurais pu investir dans 1000 projets. On m'en a toujours proposé plein. Mais je n'investis pas dans un projet, déjà, un, que je comprends parfaitement, et deux, qui me passionne. Donc, on m'a proposé de faire des salles de sport avec des partenaires. Je fais du sport tous les jours, je me lance dedans, je connais le business plan, je connais le métier, donc je peux me donner à fond dedans et pour que ça réussisse encore mieux. Comment justement vous gérez votre planning? Oh, le planning, vous y arrivez toujours. Il ne faut pas croire que vous êtes pris tout le temps. C'est à vous de manager vos rendez-vous, surtout. C'est surtout ça. Je suis pas... par exemple, il y a beaucoup de gens qui aiment toujours déjeuner. Ouais, Je ne prends aucun déjeuner dans ma vie. Mon déjeuner, c'est justement le midi, puisque je fais toujours du sport. Je vais le faire à l'heure du déjeuner. Je d'accord. reviens. Aujourd'hui, vous avez des barres à salade partout. Je prends ma salade et je travaille en déjeunant. Donc, Ok. j'ai gagné du temps là-dessus. Ouais. Après, obligatoirement, là où quand je travaille énormément, je vois moins mes enfants. Mm. Mais j'ai été élevé comme ça avec un père qui travaillait beaucoup, ma mère qui était à la maison et qui nous disait que papa travaille énormément, c'est pour payer tes vacances, pour payer ta scolarité. Elle nous faisait comprendre et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ma femme fait la même chose avec mes enfants. Et le week-end, par contre, je suis à fond avec eux. Il faut surtout cibler les priorités et enlever tout ce qui vous fait perdre du temps dans la vie. Moi, aujourd'hui, personnellement, je trouve que les nouvelles générations perdent beaucoup trop de temps avec les réseaux sociaux. J'ai été dessus et j'ai arrêté tout ça à une époque parce que justement, ça vous fait perdre un temps de dingue. Vous voulez dire qu'ils ne sont pas dans le concret, dans Dans l'action? le concret, non. Alors aujourd'hui, il y a toute une génération qui veulent devenir Instagrammeur et gagner son argent comme ça. S'il y en a qui arrivent, tant mieux, c'est toujours très bien. Mais aujourd'hui, on perd un temps fou à raconter notre vie sur les réseaux sociaux, à prendre la meilleure photo, à faire le meilleur récit, à vendre. Non, c'est pas ça la vie. Votre vie, il faut voir sur une dizaine d'années où est-ce que vous voulez en arriver, comment vous voulez. Bien sûr, on veut tous gagner de l'argent, comment on y arrive, mais surtout comment vous arrivez à faire vos projets. Un projet d'une vie, parfois on n'en a pas, et je dois avouer que moi, quand j'avais 20 ans, j'en avais pas, et que j'ai fait toutes les conneries du monde à 20 ans, et que j'ai ma vingtaine, je la regrette pas. J'ai fait vraiment mes 20 ans, je me suis éclaté. Oui. Mais il y a un moment, vous devez vous concentrer pour réussir votre vie, vous devez vous concentrer sur l'essentiel, et c'est dur de faire comprendre à quelqu'un que de travailler 12 heures par jour, c'est la base pour réussir dans la vie. Il y a une concurrence et des gens qui seront toujours plus intelligents que nous et qui réussiront mieux. Donc, si vous voulez y arriver, il faut faire mieux qu'eux. C'est comme un sportif professionnel. Oui, c'est la même Voilà, chose. c'est la même chose. Vous n'arrivez pas à devenir Tiger Woods en tapant 3 balles de golf. Depuis l'âge de 2 ans, il tape ses balles jusqu'à aujourd'hui. Il a plus de 40 ans et c'est toujours l'idole de toutes ces générations. Mais il a travaillé. Et voilà, c'est pas par hasard qu'il arriva. C'est pareil dans le football, c'est pareil partout. Et un chef d'entreprise ou quelqu'un qui a réussi, voilà, c'est le patron d'Amazon, il n'est pas arrivé là par hasard. Il a failli faire faillite. Tout le monde ne comprenait pas où est-ce qu'il voulait aller. Aujourd'hui, Jeff Bezos, c'est l'homme le plus riche du monde. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fallu qu'il traverse pour en arriver là? Il faut le mental, quoi. Mais il faut un mental et être sûr de où est-ce que vous voulez aller. Mm. Et comme on disait, d'être bien entouré, etc. C'est important, ça. Ouais. Bon, Monsieur Hellman, j'étais vraiment ravi de partager avec vous cet échange et puis continuer, quoi. C'est avec faire du plaisir. bien Ne vous inquiétez pas, je serai là encore de très longues années pour faire rêver les gens. C'est
mon plaisir chaque jour quand je me lève. Merci à vous. Merci beaucoup.